Une télévision, désormais, vous suivrez votre émission Monde du Travail chaque mercredi à 16 h. L'émission Monde du Travail s'occupe de toutes les questions liées au travail. Au niveau de l'administration publique, dans les administrations privées, les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, les secteurs de construction, l'agriculture, pêche et élevage. Donc, nous développons, nous échangeons avec les invités toutes les questions liées au travail, ce que vous êtes en train de faire concrètement dans la vie. Beaucoup d'appeler émission Oyo, na chaîne Nabino Bolingaka, YouTube, Canal King Télévision. Canal King Télévision. Téléspectateurs de Canal King Télévision, aujourd'hui nous avons invité pour vous les coordonnateurs de l'inter-syndicat national du Congo et les présidents de la CDT, M. Guy Koukou Guedila. Avec lui, nous allons développer les questions qui concernent les travail en République du Congo. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux questions principales. La première, en quelque sorte, une généralité concernant la réforme de la CENI, et la deuxième problématique concernant notre numéro de l'émission, c'est la 36e session extraordinaire du Conseil national économique en RDC. Il y a eu des assises du 3 au 13 et on a parlé de beaucoup de choses en matière du travail. Bonjour, monsieur Guy Koukou Guedila. Bonjour Alain. Voilà, vous êtes encore une fois de plus sur notre plateau. Avec vous, nous allons développer ce que nous venons de dire dans le cadre de l'imminent. Et comment appréciez-vous l'environnement du travail en République démocratique du Congo? Bien, Alain, comme tout dans tous les domaines, il y a un principe, un seul principe qui régit le monde, c'est le principe de la sélection naturelle. Les espèces qui ne s'adaptent pas disparaissent et les espèces qui s'adaptent, ils continuent à survivre. L'environnement du travail en République démocratique du Congo est en dents de scie, mais surtout que l'acteur principal, c'est le gouvernement. Parce que vous savez, dans tous les pays du monde, le gouvernement, c'est celui qui donne la politique générale de l'emploi, c'est le gouvernement qui donne la politique salariale et tout le reste. Notre environnement a des failles criantes. Et il y a comme une sorte de manque de coordination dans la politique nationale de l'emploi et salariale, ce qui fait que le monde du travail est toujours en ébullition à tout moment. Parce que le dynamisme qu'il y a dans ce monde-là fait qu'il n'y a pas une bonne régulation et ce sont les plus forts qui sont en train de dominer les plus faibles. C'est ça qui caractérise notre monde du travail en République démocratique du Congo. Et nous allons y revenir quand nous allons aborder la question de la 36e session que vous avez tenue du 3 au 13 août. La fois passée, vous avez déploré la situation qui prévaut au pays concernant la composition de l'équipe de la CENI. Vous avez insinué là que vous, les syndicats, vous devez y prendre part pour l'organisation des élections. Non, je n'ai pas insinué, je dis nous devons prendre part parce que nous sommes la société civile et vous savez que nous sommes la partie qui finance le gouvernement. Ce sont les travailleurs qui payent les impôts, la politique du gouvernement, les budgets du gouvernement, ce sont les travailleurs qui prennent en charge, ils donnent leur argent. Et aussi, qu'est-ce que nous attendons en retour? C'est la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance vient d'où? Des institutions. Et qui donne les institutions? C'est la CENI. Et la CENI, c'est la mère de toutes les institutions en République démocratique du Congo. D'où cette institution-là, qui a été confiée à la société civile, qu'on appelait une institution indépendante, n'est pas indépendante jusqu'aujourd'hui. Parce qu'elle est indépendante vis-à-vis des politiques. Or, vous savez, à la CENI, la majorité, ce sont des politiciens. Or, si les politiciens sont majoritaires, on a enlevé toute l'indépendance de cette institution-là. D'où, pour nous, au niveau de l'intersyndicale, on a fait l'analyse pour dire que
le problème que la CENI traverse est né de ce texte même. La loi sur la CENI a planté les décors des conflits et des germes. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la loi de la CENI, l'article 10, quand il donne la composition de la CENI, il y a 13 membres. Parmi les 13 membres, il y a 6 membres qui viennent de la majorité. Et encore quelle majorité? Dans une élection, la majorité, on l'a après les élections. Vous comprenez? Mais ici, avant les élections, il y a la majorité. Et c'est cette majorité-là qui va faire la loi, qui va diriger les élections. Donc, cette majorité-là ne peut pas perdre. Sinon, pourquoi elle se met là-bas? C'est pour conserver son pouvoir, y compris dans la tricherie. Premier problème. Deuxième problème, il y a aussi l'opposition qui a 4 membres là-bas. Mais on est opposition après les élections. Quand vous n'avez pas gagné les élections, vous êtes dans l'opposition. Comment est-ce que les gens qui veulent organiser des élections dont on ne connaît ni les vainqueurs, donc ni les majoritaires, ni les minoritaires, programment déjà certaines personnes comme minoritaires, dont on les appelle opposition. Donc on a aussi programmé l'opposition. Donc dans la loi de la CENI aujourd'hui, la majorité est déjà programmée, l'opposition est déjà programmée, et donc on dit 3 personnes viennent de la société civile. Et quelle société civile? On a défini aussi, on a dit non, ce sont les confessions religieuses qui doivent désigner les présidents, et il y a l'organisation féminine. Or, l'organisation féminine, c'est un contexte vague, parce que dans toutes les institutions, il y a les organisations féminines. Nous, au syndicat, il y a dedans les organisations féminines. À l'église, il y a des organisations féminines. Au sein des partis politiques, et presque dans toutes les structures, il y a des organisations féminines. Quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça signifie qu'ils ont dans la tête, quand ils ont dit organiser, et dans leur tête, ils savent à qui ils vont donner ça. Ce n'est plus l'indépendance. Donc voilà pourquoi l'intersyndical a dit on doit refondre cette loi. Si on veut que la CENI soit indépendante, il faut que les partis politiques quittent là-bas. Parce que l'indépendance, c'est par rapport aux partis politiques, justement. Mais si eux sont majoritaires, 10 sur 13, vous voulez que 6 personnes qu'on a mis, soi-disant de la majorité, vous voulez qu'eux, ils surveillent quoi? Ils sont là pour surveiller, pour conserver leur majorité. Ce n'est pas pour authentifier les résultats. Parce que nous voyons dans toutes les structures du monde, lorsqu'il y a un match entre Vita et Mana, l'arbitre ne peut pas, on ne peut pas dire l'arbitre doit sortir de ces 2 équipes. L'arbitre doit sortir d'une structure qui n'est pas une équipe d'abord de football, et deuxièmement, ça doit être une personne neutre, qui n'a pas d'intérêt dans les matchs. Mais quand vous mettez les gens qui sont en majorité au pouvoir dans la commission, c'est pour on les envoie là-bas et dit nous on ne doit pas perdre les élections. Vous devez tout faire pour, même si vous trichez, nous on doit rester majoritaire. C'est ça la mission qu'on leur a attribuée. Ce n'est pas pour surveiller et certifier les résultats. Donc, vous voyez qu'on a planté déjà un décor. Troisièmement, vous avez vu dans les 3 cycles 2006, Jean-Pierre Bemba s'est affronté avec Kabila. 2011, c'est Chichi, comment dire, oui, les vieux Étienne, qui s'est affronté jusqu'à dire amenez-moi à ligoter, tout ça. Hein, vous voyez. Et ici, 2018, vous avez vu la même chose. Fayoulou contre Phoenix. Vous voyez. Alors, pourquoi? Justement à cause de toutes ces astuces. Voilà pourquoi si on veut réellement trouver la solution, il faut qu'on mette des lois qui garantissent cette indépendance. 2, il faut qu'on mette des personnes qui garantissent cette indépendance. Et pour garantir ça, il faut enlever les politiciens, il faut enlever les personnes qui ont des attaches dans les partis politiques pour donner aux gens qui sont indépendants. Voilà l'analyse que nous, on a fait au niveau de l'intersyndicale nationale, bien sûr, avec d'autres organisations citoyennes. Mais la question des élections concerne la technicité. La technicité, c'est que vous avez l'expertise de pouvoir organiser les élections, participer dans ces forums organisationnels des élections en RDC. La technicité, est-ce que les syndicats en ont? Très bien. Une très belle question, Alain, et vraiment vous êtes intelligent. La technicité, les syndicats en ont. Mais Alain, je vous dis, dans ces pays depuis 1960, lorsqu'on était même dans les partis uniques, les syndicats organisent les élections
depuis les années 64. Jusqu'à ce jour, j'ai dit, nous organisons les élections dans tous les cycles. Les mandats dans les entreprises, c'est 3 ans. Tous les 3 ans, je dis bien depuis 1964 jusqu'à 2020, les élections se tiennent. Il n'y a pas de gens plus qualifiés que les syndicats. Parce que c'est notre tradition. Moi qui vous parle, j'ai été élu. Je n'ai pas été désigné. J'ai été élu. Vous étiez à notre congrès. J'ai été élu, les gens sont venus de différents. Nous étions, à la première mandature, nous étions 9 candidats. Là, c'était en 2012. Voilà. Donc, il y a l'évolution. Et même, je suis coordonnateur de l'intersyndicale. J'ai été désigné par mes pairs élus. Par mes pairs. Vous allez dire, des gens qui font des élections, vous dites qu'ils n'ont pas la technicité. Comment nous faisons des élections? Au contraire, par contre, voilà les notions. Nous, les syndicats, nous pouvons produire les résultats des élections dans 48 heures. Tous les pays, on a ça. Parce que vous faites les élections, c'est quoi? Dans chaque centre, les soirs, chaque centre a les résultats. Chaque centre, on sait que ici, dans les bureaux qui étaient, s'il y avait un bureau ici dans votre studio, dans ces bureaux, on sait que tout le monde, et c'est là dans tous les pays. Dans tous les pays, on a les résultats les mêmes jours. Dans tous les pays. Et donc, les restes qui restent là, c'est quoi? Des combinaisons mafieuses, des combinaisons de tricheries. Nous faisons ces élections. Nous organisons des élections. Certaines entreprises, l'entreprise comme Onatra, l'ex-Onatra, la SNEL, ils sont à travers toute la République. Et il y a des bureaux électoraux dans tous les sites, dans toutes les provinces, dans toutes les villes, dans tous les chefs-lieux. Il y a des bureaux. Les soirs, nous avons les résultats de toute la République. Les matins, on sait que c'est tel syndicat qui a majorité, c'est tout. Mais ce qui se passe à la CND, ce sont des amateurs, des gens qui ont essayé de dire non, il faut 1 mois, 2 mois, je vous assure. Vous pouvez demander n'importe quel spécialiste. C'est faux. Absolument faux. D'abord, c'est garanti comment? Dans chaque bureau, on a mis les représentants de toutes les parties prenantes. Il y a même des observateurs. Bon, aujourd'hui, il y a même les ordinateurs. La synchronisation du résultat n'est pas une affaire de... D'ailleurs, vous voyez en France, non? En France, quand on fait, pendant que les élections continuent, on a fini les élections, les bureaux fermés, immédiatement, on donne les résultats, chaque bureau, on sait que dans tel contrée, dans tel département, c'est tel parti qui a gagné les mêmes jours. Ce n'est pas le lendemain, les mêmes jours. Mais c'est la même chose ici. Sauf que les gens à qui on confie cette élection sont tellement dans une logique de tricherie, ils ont besoin de beaucoup de temps pour faire des combinaisons de tricherie. C'est tout. Mais sinon, c'est quelque chose, le lendemain, on vous donne vraiment, tu ne peux pas donner les résultats exacts, mais toutes les tendances sont connues les mêmes soirs. Les mêmes soirs. Voilà, comme vous venez de le dire, l'opinion vous suit. L'intersyndicale voudrait à tout prix prendre part à la composition de la centrale électorale, bien sûr, pour participer à l'organisation des élections. Nous prenons la deuxième question, comme nous l'avons annoncé, la 36e session ordinaire au niveau des conseils social économique en RDC. Non, au niveau du Conseil national du travail. Conseil national du travail. Conseil national du travail, vous avez pris part. Vous avez piloté l'intersyndicale, vous l'avez représenté avec vos amis, vos collègues, et parlez un peu l'objectif de cette session ordinaire du Conseil national du travail. Merci beaucoup, M. Alain. Le Conseil national du travail avait 28 points à l'ordre du jour, mais bon, 28 points, c'est énorme. Bon, essayez un peu de brosser le Conseil national du travail. C'est quoi? Voilà. Le Conseil national du travail, c'est comme le Parlement du monde du travail. Le Parlement du monde du travail, ça a été institué par l'OIT. Dans tous les pays du monde, l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail. Il a ses bureaux partout qu'on appelle BIT, où on dit que dans le monde du travail, il y a 3 acteurs. Il y a les employeurs, non, il y a d'abord les gouvernements, les employeurs et les travailleurs. Et on a institué le tripartisme, c'est-à-dire pour dans tous les pays du monde, lorsqu'on veut prendre une décision, ou même les lois,
ou même des arrêtés, des décrets qui concernent le monde du travail, il faut consulter les acteurs de ce monde-là du travail. C'est d'ailleurs le seul monde où il y a la démocratie et la représentation de toutes les parties. C'est le Conseil national du travail, c'est comme ça que je l'appelle le Parlement du travail national. Parce que tout le monde est représenté, l'État, les employeurs et les travailleurs. Alors maintenant, ça, son rôle c'est quoi? C'est édicter les normes, aller proposer des lois, des arrêtés, des décrets qui concernent l'organisation du monde du travail, la sous-traitance, la loi, les codes du travail, tout ce qui concerne le monde du travail, les taxes, s'il faut, les employeurs payent les taxes, les sociétés comme CNSS, comme INPP, comme ONEM, partout là, il faut que les employeurs donnent leur avis, il faut que les travailleurs donnent leur avis, il faut que l'État donne son avis. Donc c'est comme ça qu'on a institué cette assemblée-là, de manière à débattre toutes les questions du monde du travail, surtout en ce qui concerne les normes, c'est-à-dire les lois, les projets de loi, les arrêtés, et tout que ce soit débattu avant que le gouvernement puisse prendre ces lois ou ces décrets ou ces arrêtés pour les faire appliquer dans le monde du travail. Alors la 36e session ordinaire du Conseil national du travail, qu'est-ce qui a été décidé et est-ce que vous l'organisez chaque année ou pendant combien de temps, après combien de temps? Oui, normalement, pendant beaucoup d'années, ça ne s'organisait plus. Mais la loi a prévu que normalement, chaque année, on doit tenir au moins 2 conseils nationaux du travail. Chaque année, il faut tenir 2 conseils nationaux. On peut arriver à 3 conseils, 4, ici il y a beaucoup de matières. Mais le minimum que la loi a prévu, c'est 2 fois par an tenir ça. Mais il est arrivé plusieurs années, on ne les tenait pas. Et dans d'autres années ici plus récentes, on les tient 1 fois par an. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup d'arriérés. Il y a beaucoup de matières où la législation est tellement en retard et c'est comme ça, vous voyez, dans beaucoup de sociétés, il y a des conflits, il y a les désordres, l'anarchie notamment, dans ce que les gens appellent ordinairement la sous-traitance, pas de contrats de travail. Nous allons y revenir quand nous abordons voilà, la question de la 36e conseil. Alors, pour revenir aux matières. La matière phare, c'était la tension salariale. C'est-à-dire, quand on fixe les SMIC, il y a une tension. Les SMIC, c'est-à-dire, on fixe les minimums qu'il faut payer aux derniers travailleurs. Donc, et quand on fixe ce SMIC-là, il faut maintenant appliquer la tension pour savoir si le dernier a ça et le directeur aura combien. Il y a une tension qui va du manœuvre ordinaire, manœuvre lourde, travailleur qualifié, travailleur hautement qualifié, maîtrise, cadre de collaboration, cadre supérieur, ainsi de suite. Alors, maintenant, cette façon-là, cette matière-là, ce point, on ne s'est pas entendu avec les employeurs. Pourquoi? Parce que les employeurs ont dit ceci. Nous voulons augmenter les SMIC chaque année. Il faut que ça augmente. Mais nous n'acceptons pas qu'on augmente parce que nous avions demandé qu'on augmente. Ils ont dit nous n'acceptons pas qu'on augmente parce que l'écart est trop grand. La tension est de 1 à 10. C'est-à-dire si on fixe par exemple $50 à celui qui est en bas là, celui qui est en haut va gagner fois 10, c'est-à-dire $500. Et ça, celui qui est en haut n'a pas besoin de ça parce que souvent, ils ont déjà dépassé ce salaire-là et on bloque ceux qui sont en bas. Et il faut, à l'intérieur de cette tension, il y a aussi des classes. Ce qui fait qu'en réalité, au lieu de 10 classes, on arrive à 18 classes, à 19, même à 20 classes, ça dépend des entreprises. Ce qui fait que pour les employeurs, ils ont estimé que les SMIC, au lieu de fixer seulement un seul SMIC, nous en avons 20 parce que chaque classe constitue pour nous un SMIC. On doit les réduire si vous voulez qu'on augmente le niveau des SMIC. Nous, on a dit, ok, ce n'est pas un problème, on peut les réduire. Mais on ne peut pas les réduire seulement pour vous satisfaire. On doit refondre
toute la classification et même la tension, faire une nouvelle tension qui s'adapte, une nouvelle classification qui s'adapte et une nouvelle réqualification des emplois par rapport à cette réduction-là pour ne pas réduire, parce que si on avait accepté, ça signifiait que les travailleurs ordinaires, jusqu'à hautement qualifiés, il allait garder son salaire, mais à partir des maîtrises jusqu'au cadre, on allait diminuer son salaire. Donc les employeurs allaient gagner 30% des bénéfices sur les salaires qui étaient demandés parce qu'ils allaient réduire et ils récupèrent 30%. Nous avions dit ce n'est pas juste. Si vous voulez qu'on réduise la tension, il faut que, en même temps qu'on réduise la tension, qu'on revoie aussi la tension en question à la hausse pour compenser la perte que les travailleurs auront si lorsqu'on a diminué cette tension. Comme ça, il ne sentira pas cette perte-là. Et puis on part sur les nouvelles bases pour continuer. Et arrivé à ça, on ne s'est pas entendu. On a suspendu ce point. Ça sera examiné dans des sessions prochaines. Il y avait un deuxième point, c'était on a restauré les cadres du dialogue social, ce que nous avions appelé CPDS. CPDS, parce que ça fait beaucoup de temps. Oui, c'est depuis 2012. Qui vous réunissez entre les gouvernements. Voilà, les gouvernements et tous les acteurs sociaux. Mais au moins, cette fois, on s'est mis d'accord pour qu'on puisse créer, et ça ne va pas s'appeler CPDS, ça sera au cadre pour le dialogue social. Ça, c'est accepté, toutes les parties ont accepté et le Premier ministre devra signer un décret pour consacrer ça. Il y avait aussi l'OCC qui avait demandé la prise de 15 arrêtés pour adapter certains arrêtés, parce que certains arrêtés ou décrets datent de 1954-53, avant l'indépendance. Il s'est fait que la description de certaines machines, de certains instruments qu'on utilise, certains bâtiments, avec l'évolution de la technologie, ces machines-là n'existent plus. On a fabriqué d'autres plus performants qui ne sont pas régis par les lois actuelles. C'est comme ça qu'ils ont demandé qu'on puisse réadapter et par rapport au contexte et à l'évolution technologique pour qu'ils puissent avoir la possibilité de bien contrôler ces machines, parce que ça crée des incendies, ça crée des pannes, ça crée même des accidents, les travailleurs meurent, mais il faut que ce soit une loi qui réadapte cela, et les 15 arrêtés ont été acceptés. Je pense dans les jours qui viennent, le ministre du Travail va prendre cette mesure. Il y avait aussi une loi que nous avions demandé, non, pardon, pas une loi, mais l'application pour les juges assesseurs. On a créé les tribunaux de travail. Ces tribunaux... Parce que vous l'avez demandé plusieurs fois. Oui, ces tribunaux ont été créés pour la ville expérimentale, pour la ville de Kinshasa, Lubumbashi, je pense Matadi et consorts. Mais les juges, parce que les juges des tribunaux du travail viennent ce sont des juges ordinaires dans la magistrature, mais aussi il y a des juges qui viennent des travailleurs et des employeurs. Ces juges-là, on doit les former et ils doivent aller en même temps siéger avec les juges des carrières. Mais maintenant, le problème, c'est que quand ils sont là-bas, les juges des carrières sont pris en charge par l'État, les juges assesseurs, les travailleurs, les employeurs ne sont pas payés, ne sont pas pris en charge. Pourquoi? On avait pris une résolution à la 33e session, donc en 2017, pour que l'État puisse régulariser. Mais jusque-là, ils disent les budgets, on n'a jamais programmé. On a dit non. On ne peut pas avoir les gens qui siègent ensemble dans une cour, les autres sont payés. Ça crée des injustices et ils risquent de ne pas bien rendre justice en ce moment-là. Donc ça crée les déséquilibres. Et aussi, il y avait aussi dans certaines provinces, parce que vous savez, on a fait le démembrement des provinces. Au lieu de 11 provinces, nous en avons 26. Et sur les 26, on a installé seulement dans 5 provinces. Il faut qu'on aille dans les 21 autres provinces pour installer. On a fait une recommandation pour que le gouvernement puisse faire assez vite. Il y avait aussi un autre arrêté qu'on devait annuler, où cet arrêté-là disait ceci, que quand le travail, désormais, si le travailleur a un conflit avec son employeur, s'il va au ministère du Travail pour acquiser, il faut qu'il paye l'argent. Nous avons dit non. On ne peut pas payer l'argent parce que c'est un service de l'État. Un service public, l'inspecteur ne peut pas percevoir l'argent pour ça. Parce qu'il est pris en charge par le gouvernement. Et les travailleurs payent déjà les impôts. Comment ils vont payer double fois? Et les services que l'État rend au travail, l'impôt qu'ils payent, quelle est la contrepartie que les travailleurs donnent?
Donc nous avons refusé. Il y avait déjà un arrêté qui a été pris, qui est appliqué, mais on s'est entendu au niveau de ces conseils qu'on retire cet arrêté pour que les travailleurs ne payent plus aux inspecteurs de l'argent. Il y avait le problème de la représentation des travailleurs dans les comités de gestion. Vous savez, depuis 2000... Quel comité de gestion? Oui, comité... Dans toutes les entreprises? Dans toutes les entreprises publiques, il n'y a plus de comités de gestion. Maintenant, on parle de comités de direction. Dans ces comités de direction, il n'y a pas de représentants des travailleurs. Or, avant, c'était que dans tous les comités de gestion, il y avait les représentants des travailleurs. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des recettes et l'affectation des recettes, une partie devait être affectée au salaire des travailleurs. Maintenant, comme ils ne sont plus là-bas, ils ne siègent plus. Vous avez remarqué, M. Alain, que dans toutes les entreprises publiques, qu'est-ce que vous avez remarqué? Des arriérés. Vous, là, je vous ai trouvé, je suis souvent vos reportages, vous allez au CPT, on va vous dire c'est 150 mois. À Kinshasa, c'est 15 mois. À l'intérieur, c'est 60 mois. Telle province, c'est 150 mois. Et à Sonas. Donc, toutes les entreprises de l'État. Pourquoi? Parce que les gens qu'on nomme sont des politiciens. Ils viennent, ils prennent l'argent pour aller financer leurs partis politiques, pour financer leurs parapluies politiques, ceux qui les ont désignés. Et l'outil de travail n'est plus renouvelé. Et le salaire des travailleurs, ce n'est plus la priorité. Il n'y a que des arriérés, nous avons dit, c'est à cause de manque de représentants dans ces structures-là qu'on arrive à entre autres, à ces résultats-là. D'où il faut que les travailleurs qui a travaillé, qui a produit, qu'ils soient là, on prend des décisions pour qu'ils soient sûrs que non, une partie d'argent doit être affectée au salaire des agents dans l'entreprise. Cette loi-là, depuis la loi de l'OADA, ils ont profité de la loi de l'OADA pour essayer de supprimer, alors que la loi de l'OADA n'a pas dit expressément ça. Donc, c'est un peu l'astuce qu'on a fait pour privatiser, pour prendre des décisions qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de la bonne gestion de l'entreprise. Donc, voilà pourquoi nous, on a demandé que le gouvernement puisse revenir et prendre une loi ou une ordonnance qui va dans ce sens. Oui, Président, le secteur, puisque dans tout ce que vous évoquez, vous n'évoquez pas, vous ne parlez pas les secteurs agro-pastoral. Est-ce que la question a été soumise au cours de cette session? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, M. Alain, vous avez raison. Bon, vous m'aviez demandé, je vous ai dit que c'est 28 points. Vous voyez dans une émission. Ce sont des secteurs sensibles. Tout à fait. Dans le secteur agro-pastoral, effectivement, on en a parlé. Depuis 2017, à la 33e session du Conseil national du travail, une résolution, quand on a pris les SMIC, quand on a arrêté les SMIC, il était demandé qu'on puisse reporter l'application des SMIC d'une année, c'est-à-dire, ça devait s'appliquer en 2018, dans le secteur agro-pastoral, parce que l'État devait faire accorder des aménagements aux opérateurs qui sont dans ce secteur, c'est-à-dire réduire certaines taxes, ne pas payer certaines taxes, parce que le secteur a beaucoup de problèmes. Vous savez, dans le secteur agricole, on produit, on plante aujourd'hui, il faut attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour qu'on puisse venir récolter pour certains arbres, pour certaines espèces. Donc, c'est un peu lent. Voilà pourquoi on a demandé que l'État puisse donner des aménagements. C'est comme il n'y a pas de financement, il n'y a pas de crédit pour ces secteurs, ne fût-ce que donner des aménagements pour que... En termes d'exonération. Oui, pas nécessairement l'exonération. On peut réduire certaines taxes, on peut supprimer certaines taxes pour un temps, pour permettre que le secteur se réorganise et trouve des moyens pour payer, d'abord relever les niveaux de salaire dans ce secteur pour encourager les gens. Donc, cette résolution-là, depuis 2017, n'a jamais été appliquée. Voilà pourquoi nous avons rappelé cette résolution, et c'est la ministre du Travail, en principe, qui est chargée de voir son collègue des Finances et de l'Agriculture pour qu'ils puissent s'organiser à faire ces allègements-là. Donc, ça, on a parlé effectivement de ce secteur-là. Il faudra que le gouvernement puisse passer à l'acte. Oui, concernant d'autres secteurs comme la Caisse nationale, la Caisse sociale nationale, l'ONEM, INCC, est-ce que ce sont des secteurs clés de la vie nationale et en RDC? Est-ce que ce question-là, vous les avez débattus? Effectivement, pour la CNSS,
parce que la Caisse nationale... Puisqu'on est après, on voudrait d'ici là, on va procéder à la composition des membres, des animateurs de cette caisse, parce que ça fait déjà un débat au niveau des organisations du travail, notamment de l'inter-syndicat national de l'administration publique. Il y a un débat qui est en cours actuellement. Tout à fait. On voudrait pousser ailleurs, on lieu place de prendre les syndicalistes ou les travailleurs. Non, la loi, la réforme a été faite. Et c'est ici que je remercie vraiment et je dois féliciter la les DG de la CNSS. Cette dame est brave. Cette dame a fait une réforme au moment où tout le monde voulait s'accrocher à son poste. Lui, vraiment, c'est une dame qu'il faut féliciter. Il a produit une réforme, il s'est engagé, il s'est battu. Et nous, l'intersyndical, on a soutenu. Aujourd'hui, la loi prévoit que on est 4 administrateurs, il y a un représentant des travailleurs, un représentant des employeurs, 2 représentants du gouvernement, pour qu'on puisse avoir un conseil d'administration avec toutes les composantes de la tripartite. Cette réforme a été faite. Et on a signé l'ordonnance pour que la CNSS, maintenant on doit mettre les animateurs en place. Et les animateurs actuels, donc l'actuel comité de direction continue, mais normalement, il faut qu'on nomme aussi d'autres. On peut les confirmer, s'ils sont là, si l'État trouve pour lui qu'ils ont bien géré, je pense qu'ils ont bien géré. On peut confirmer certains acteurs, mais chaque parti doit renouveler sa confiance à ses mandants. Les travailleurs, ils doivent donner une personne. Il y a un représentant déjà des travailleurs là-bas, mais si on veut les reconduire, on va les reconduire. Si on doit les changer, on doit changer. L'État, la même chose, et les employeurs aussi, c'est la même chose. Donc, on a dit, il faut qu'on arrive à ça pour arriver. Pour l'ONEM. L'ONEM... Puisque la question d'emploi pose un sérieux problème avec l'ONEM. Oui, l'ONEM, il y a un problème. L'ONEM n'a pas un conseil d'administration. On a créé cette institution, je pense, depuis plus de... À peu près, on va vers 10 ans, si pas 10 ans déjà. On a nommé seulement les DG et ses adjoints. Et on n'a pas nommé un conseil d'administration. Et généralement, les employeurs reprochent à l'ONEM que le travail n'est pas bien fait et tout ça, parce que l'ONEM devait produire des statistiques. L'ONEM devait être l'office qui donne le nombre des emplois qui sont disponibles. C'est-à-dire enregistrer les chômeurs, mais aussi demander aux employeurs, aux entreprises, de dire ils veulent engager les gens. Ils disent les postes sont vacants, dans telle entreprise c'est autant de postes, dans tel domaine, pour que les chômeurs qui sont venus se faire enregistrer à l'ONEM, on les oriente, on les informe, on dit bon, dans telle entreprise, on veut engager par exemple des techniciens, des électriciens par exemple, ceux qui ont la compétence dans l'électricité, qu'ils aillent concourir, qu'ils aillent postuler. Mais toutes ces statistiques-là, et tous les restes des problèmes, parce que ça devait être, il devait produire beaucoup de sujets. Ça, je donne un exemple. Mais il y a beaucoup de choses, si vous lisez dans la loi, où il devait faire pour faciliter la visibilité du monde du travail. Ce travail ne s'est pas encore fait convenablement. Parce que d'une part, l'institution n'a pas beaucoup de moyens, les cotisations. Et là, un des points, c'était qu'on devait augmenter un peu les cotisations. Les employeurs ont dit non, on ne peut pas augmenter parce que d'abord on doit faire l'audit, on ne voit pas clair dans la gestion actuelle comment nous allons continuer à contribuer. Il y a eu un débat, ce point-là a été suspendu, mais en tout cas, l'ONEM, on attend les chômeurs, non seulement les chômeurs, mais même l'État. Vous savez que dans tous les pays du monde, les secteurs phares, c'est le monde de l'emploi. Quand un président en France, aux États-Unis, dans n'importe quel pays, c'est par rapport au nombre d'emplois que vous créez. Vous dites, il y a autant d'emplois que je vais créer et j'ai trouvé dans les pays, par exemple, 1 million d'emplois, moi je vais créer encore 1 500 000 emplois. Et à la fin du mandat du président, par exemple, il doit justifier, dire, moi, pendant mon mandat, j'ai créé, par exemple, 1 million d'emplois. C'est fait le cas avec Hollande en France, parce qu'il ne s'est pas représenté en deuxième, pour le second mandat. À cause de ces points-là, il n'a pas réalisé ce qu'il avait promis en matière d'emploi. Justement, c'est un secteur clé et c'est un instrument
important dans les mains du gouvernement qui est malheureusement bafoué, négligé, et aujourd'hui il n'y a pas un baromètre dans le monde du travail. Le président ne peut pas faire un discours à la nation pour dire qu'en RDC maintenant, actuellement, nous avons avec précision autant d'emplois. Et je vais créer avec précision autant d'emplois dans tel secteur. Or, l'ONEM devait lui fournir des éléments, pas seulement au président de la République, mais au gouvernement tout entier, fournir des éléments qui puissent l'aider à monitorer, n'est-ce pas, sa politique de l'emploi et salarial. Malheureusement, ça manque. Oui, président, il se pose un problème sérieux à ce niveau-là d'emploi, de recrutement, puisque actuellement, il y a des sous-traitances qui s'occupent du travail de l'ONEM. Comment vous aviez trouvé la solution concernant ces problèmes de sous-traitance au pays? Ce sont ces entreprises qui recrutent, qui engagent tout, et elles tirent les dividendes. Et au niveau de votre conseil, de votre session, comment avez-vous trouvé la solution quant à cette matière? On n'a pas trouvé la solution. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a un problème à l'ONEM. L'ONEM doit aider la nation, l'ONEM doit aider les pays. Et pour aider les pays, il faut bien la structurer. Il faut nommer des gens qui contrôlent la gestion et la politique de l'ONEM. Parce que les sous-traitants, justement, c'est l'ONEM qui a agréé les sous-traitants. Or, si l'ONEM lui-même n'a pas des instruments pour les contrôler, comment va-t-il les contrôler? Si l'ONEM lui-même n'a pas des structures, une politique structurée pour pouvoir d'abord dessiner la façon dont il doit contrôler et même définir, vous êtes sous-traitant dans quel domaine? Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des sous-traitants véritables. Au fait, il y a même on les appelle des commissionnaires des emplois. Pas des sous-traitants, c'est-à-dire des entreprises. Quand je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas permis, sinon j'allais citer. Une entreprise créée, il a dans sa caisse, dans son entreprise, il a des ingénieurs. C'est l'entreprise qui doit avoir des ingénieurs. Lui dit non, je n'ai pas des ingénieurs, il s'arrange avec toi, Alain, il dit, crée une structure. Moi, il engage, c'est la société qui a... Ce sont les mêmes entreprises, oui, avec les hauts gradés, les cadres, ce sont ceux derniers qui créent. Ces entreprises-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils engagent, au fait, ils les recrutent et ils forment les ingénieurs. Mais au moment de l'engager, il dit non, c'est Alain qui va t'engager, moi je n'ai pas, c'est les sous-traitants qui t'engagent. Mais les sous-traitants n'ont pas des emplois pour donner aux ingénieurs. C'est lui qui a ces emplois. Au fait, il a sous-traité ces emplois-là. Mais l'objet principal d'une société, on ne peut pas sous-traiter l'objet principal. Vous venez au Congo, vous dites, j'ai fait par exemple la télécommunication. Si vous sous-traitez la télécommunication, bon, vous êtes venu faire quoi? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? L'objet, il y a des choses qu'on peut sous-traiter, c'est vrai. Mais il y en a d'autres. Si on avait un bon contrôle, l'État ne peut pas accepter une société sous-traitée. Parce qu'au fait, c'est quoi? Ils sont en train d'éviter de bien payer. Parce que quand je dis des commissionnaires, ça veut dire quoi? Maintenant, à la fin du mois, qu'est-ce qui arrive? Au lieu de cette société-là paye ces travailleurs-là, mais il ne va pas verser l'argent chez les travailleurs. Il dit, comme il y a par exemple 30 ingénieurs là-bas, voici leur salaire. Il paye à la sous-traitance. La sous-traitance vient payer ces gens-là. L'argent n'est pas venu de la sous-traitance, c'est venu de la société. Il sait que j'ai autant, le salaire pour un ingénieur, je dis n'importe quoi, par exemple, c'est 1500 $. Maintenant, il donne x 30, il donne les montants aux sous-traitants. Les sous-traitants, au lieu de payer 1500 $ à ces ingénieurs, il retranche. Il coupe. Il peut dire, bon, je te paye 700, moi je paye 700. Au nom de rien, il n'a rien fait. Et c'est partout, vous allez voir, même dans des boutiques, dans les alimentations, on a généralisé parce que le gouvernement, l'ONEM ne contrôle pas, le gouvernement ne contrôle pas, ces gens abusent des travailleurs, ils abusent des Congolais. Et les Congolais ne peuvent pas avoir un bon salaire. C'est un système d'esclavage, vous faites, qu'on a institué. Et là, la main-d'œuvre congolaise ne peut pas s'organiser, on ne peut pas avoir des cadres moyens, on ne peut pas avoir la classe moyenne parce qu'ils sont soumis à ce qu'ils devaient gagner pour constituer l'épargne, constituer la classe moyenne et confisquer quelque part et par un arrangement entre les entreprises. Et là, c'est le gouvernement qui paye. J'ai entendu le président Félix dire qu'il doit créer de nouveaux riches, c'est-à-dire la classe moyenne.
Mais comment va-t-il créer cette classe moyenne s'il n'y a pas une politique? Ça ne doit pas être des faits de hasard, un contrat vous donne. Non, c'est pas ça. C'est une politique qui doit être structurée, contrôlée, suivie. Et on aménage, on voit un entrepreneur dit non, non, non. Même dans d'autres pays, si tu vas au Rwanda, dans certains emplois, on te dit ici, tu n'engages que des Congolais. Tu ne peux pas engager les expatriés. Si tu les engages, on te donne juste 6 mois ou une année pour former les nationaux. Après 6 mois, ces gens-là doivent partir. Et les salaires que tu payes à ces expatriés-là, vous devez payer aux Congolais qui va les remplacer. Ici, ce n'est pas le cas. Tous les emplois. Quand c'est un blanc, cet emploi-là, on les paye 12 000 $, 20 000, 30 000. On engage un Congolais pour faire la même chose, on va lui payer 3 000, 4 000 $. Vous voyez. Et le gouvernement ne contrôle rien. Le gouvernement ne surveille pas. C'est ce qui fait, même dans nos ambassades ici, il y a des sous-traitants, il y a des Congolais qui n'ont même pas de contrat. Mais pour parler de contrats, je peux même parler, vous savez, nous avons parlé même de votre secteur, la presse. La plupart des journalistes que vous êtes, vous n'avez pas de contrat avec vos maisons. Mais vous êtes des responsables. Vous devez avoir votre contrat et connaître votre salaire à la fin du mois. On doit vous payer combien. Ça ne doit pas être les affaires de coupage ou tout ce que vous connaissez là. Non. Il faut qu'on valorise votre emploi de journaliste avec un contrat et que vous puissiez gagner votre vie parce que votre femme sait qu'à la fin du mois ou vous-même, je gagne par exemple 500 $, je dois chercher une maison de 200 $, j'épargne 300. Vous faites un calcul parce que c'est un emploi. Mais ce n'est pas le cas parce que l'État ne vient même pas contrôler tout ça. L'ONEM ne veut pas contrôler tout ça. Et voilà, toutes ces situations-là ont amené ce que vous dénoncez là, ce que nous dénonçons. Voilà, Président, la télévision, c'est le temps. Nous sommes pratiquement à la fin de notre période. Vous chitez, et ce serait votre dernier mot, parler brièvement de l'INPP, la résolution que vous avez prise concernant l'INPP. Et ce serait votre dernier mot. Et comme ça, nous clôturons, nous arrêtons avec ces numéros de l'émission. Merci. Pour l'INPP, il y avait... Les travailleurs ont été d'accord qu'on puisse augmenter les cotisations relevées de 1 à 3. Je vous dis que pour l'INPP, c'est aussi un problème. Depuis 1966, on a fixé les taux. Je dis bien 1966. Est-ce que vous me suivez à l'air? Je vous très bien. 1966, nous sommes à 2020. Combien d'années se sont passées? À peu près 80 ans. Plus de 70 ans, on ne veut pas revoir cette loi. Maintenant, toutes les parties, nous avons été d'accord qu'on puisse revoir. Les employeurs, l'ANEP, les COPMECO et les autres ont été d'accord. Les syndicats, les gouvernements ont été d'accord. Sauf une corporation patronale a dit non, elle n'est pas d'accord. Nous, on a dit non. Dans les principes de travaux, si la majorité sont d'accord, on doit accepter parce que là, c'est la formation. Je vous ai parlé des travailleurs chinois, étrangers qui viennent parce qu'on dit qu'il n'y a pas la qualification. Celui qui doit donner la qualification pour la RDC, c'est INPP. Il doit former les travailleurs pour s'adapter à la nouvelle technologie, pour aussi être compétitif sur le plan interne. Pas seulement sur le Congo, mais vous pouvez aller à l'Internet, vous trouvez qu'en Chine, on est en train d'engager quelqu'un de telles compétences. Et si vous avez les mêmes compétences, vous postulez à partir du Congo, si vous gagnez, on vous recrute par une société américaine, mais qui est, par exemple, en Chine, il va vous utiliser et vous allez gagner un contrat. Mais tant que vous n'êtes pas formé, tant que l'INPP va rester avec les cotisations actuelles, vraiment, c'est difficile de former. Pourquoi? Parce qu'il y a même une injustice au niveau de la loi. Les petites entreprises payent 3%. Et qui sont petites, avec peu de capacité, ils payent 3%. Les grandes entreprises minières, toutes ces entreprises qui génèrent des milliards, des millions, on a bloqué à 1%. Et c'est eux qui donnent. Mais c'est incroyable, je vous dis, c'est incroyable dans ces pays. On manque même un sursaut on doit contribuer quand même à l'effort de la formation de la main-d'œuvre en tant qu'entreprise, parce que celui qui bénéficie, c'est la société. Donc voilà un peu ce qui a caractérisé le climat de travail et les conclusions au niveau du Conseil national du travail. Voilà, merci Président
national du syndicat CDT et coordonnateur national de l'inter-syndicat national du Congo, Guy Kougou Guedila. Nous avons échangé avec vous, l'opinion vous a suivi et vous avez fait une émission restitution de votre session, 6e session ordinaire du Conseil national du travail. En tout cas, nous n'apprécions pas, c'est l'opinion, la population, les téléspectateurs qui apprécient. Merci, que cela ne soit pas la première fois, la dernière fois d'être reçu ou invité sur le plateau de Canal King Télévision. Merci, à la prochaine. Merci Alain, merci beaucoup.